Alors, bonjour Bonjour tout tout le le monde! monde! Hey, on est même dans le rose, hein? Toutes les deux, puis on ne s'est pas parlé. On s'est pas appelé un matin, je suis arrivée comme ça, elle aussi est en rose. Alors, bienvenue à Deux filles du Saguenay. Merci de nous suivre en si grand nombre. Puis ce matin, on a un invité que vous connaissez bien, Christian Christian. Duval. Oui, qu'on a déjà eu à notre émission, qu'on adore. C'est notre chouchou. Ouais. Hey, Christian, tu peux pas faire autrement qu'avec nous être dans la vie en rose, là. Hein? Ah ouais, c'est ça, hein. T'as pas le choix. T'es bien, là. T'es dans la vie en rose, puis toi, t'es tout fleuri en plus. Bah oui, Alors, voilà, c'est une belle couleur, le bleu, le rose, moi j'aime bien les couleurs légères comme ça, un petit peu. On ouais. vibre léger. Alors ce matin, on parle de quoi, Dodo? On va parler avec Christian de la conscience connectée et l'énergie illimitée. Donc, quand la conscience est bien connectée, l'énergie circule, Christian, c'est ça que tu veux nous dire? Oui, bah, parce que il y a déjà il y a déjà une base, c'est que conscience égale énergie. Hmm. On peut dire que la conscience c'est omniprésent, c'est tout ce qui embrase notre univers, on peut dire. Et puis l'énergie, c'est la conscience qui se manifeste dans le monde, dirais, dans le monde humain, quoi, dans le monde du vivant. Parce que la conscience, elle est statique, hein, et la conscience, elle est partout. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'aussi en spiritualité, c'est intéressant, parce que le mot conscience, c'est ce qu'on appelle le ciel dans les Écritures. Ah, Quand on Ah, dit ce qui est au ciel, comme ce qui est au ciel, dans la prière Notre Père, ce qui est au ciel, sur la terre, etc. Le ciel, ça veut dire la conscience. Et d'abord, c'est intéressant parce que quand notre ciel, il est chargé de nuages, c'est-à-dire quand notre conscience, elle est chargée de pollution psychique, de peur, d'angoisse, etc., ben, on voit plus le soleil. ah, c'est ouais, vrai, c'est ben oui. vrai. Et il y a une chose qui est très intéressante au niveau justement de nos rapports à la matière, c'est que nous, on vit dans un monde où la conscience, on la voit pas, mais la conscience se reflète par rapport à la matière. La matière, c'est de la lumière condensée, et la lumière, c'est de la conscience. Donc on peut dire, alors c'est intéressant, vous voyez par exemple, quand on est face au soleil le matin, enfin si on médite par exemple face au soleil, c'est ce que je faisais quand il y a du soleil, je me mets face au soleil. Alors on voit ce soleil à l'extérieur. Ouais. Alors le soleil, il nous chauffe, etc. Alors on sait que dans l'espace, il fait pas chaud, il fait froid. Alors, vous voyez, Ah hein, donc ouais. nous on a l'impression que le soleil tourne autour de la Terre, alors qu'en fait c'est nous qui tournons autour du soleil. Donc Ouais. il y a Mhm. des inversions partout. Et en fait, quand on regarde le soleil à l'extérieur, on voit pas le vrai soleil. On voit un reflet du soleil, comme si c'était un écran et que le soleil qu'on voit dehors est le reflet de notre soleil intérieur. Donc, le On vrai soleil est en nous? Oui, on est dans un monde d'effets miroirs. C'est pour ça que l'énergie qui vient du soleil vient de l'intérieur. Et je dirais que même au niveau de l'entité Terre, Gaïa, on peut dire quand la Terre revoit le soleil, en fait, elle voit son propre soleil qui est reflété par un miroir. Donc, elle s'auto-alimente elle-même en énergie. Le soleil, c'est toujours le centre, c'est toujours l'intérieur des choses. Et nous, quand on regarde le soleil, notamment extérieur, bah, on voit le soleil extérieur de nous. Or, le véritable soleil, donc qui est une manifestation christique, on peut dire, du logos, le véritable soleil, c'est tout le système solaire. Hmm. Donc, on est déjà dans le soleil, nous, puisque la Terre fait partie du soleil, du système solaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de nos cellules, notamment l'étincelle qui est située dans notre cœur, qui nous maintient en vie, hein, parce que c'est de la, ben, on a de l'énergie, ce qu'on appelle du plasma solaire, qui en permanence sort dans notre corps. C'est comme si on avait un soleil intérieur qui diffuse sans arrêt d'énergie. Alors, ça se passe au niveau du soleil, ça se passe au niveau des chakras, mais ça se passe même au niveau de chaque cellule. Oui. Chaque cellule est un mini-soleil, un mini-univers qui pulse une énergie qui vient de son intérieur. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que plus on a conscience du processus, plus on dispose d'énergie. Oui, justement, j'ai travaillé ces jours derniers là, sur des trucs qui me touchent parce que bon, moi j'aime bien approfondir. On parle souvent dans la Bible des anges, les anges d'énergie, hein. Alors, vous savez que les scientifiques, pour eux, les anges, c'est du pipeau, hein, ça n'existe pas, d'accord, hein.
Et puis d'un côté, on entend les scientifiques, surtout en mécanique quantique, parler de bosons messagers. Ah Les, ben? Des les bosons bosons, Ah, les messagers. bosons. OK. voilà, les bosons messagers. Donc les bosons messagers, ce sont des transferts, ils transmettent des informations à notre ARN qui les transforme, qui les transmet à notre ADN. Donc on peut dire un quanta d'énergie qui circule. Or, quand on regarde à force de faire des liens et tout, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, les anges du Seigneur, enfin les anges et les bosons messagers sont la même chose qu'on appelle, que certains autres appellent maintenant aussi en spiritualité quantique, les Agni Deva. Hmm. Agni Deva, c'est les anges du Seigneur. Or, les Agni Deva, ils œuvrent dans notre monde au niveau de la troisième dimension, mais unifiée. Ah, Et c'est quand on vivait en Atlantide, on vivait dans une troisième dimension unifiée, parce qu'on vivait dans un monde physique, hein, mais on était en contact avec tous ces Agni-Devas, toutes ces énergies qui circulaient, et notamment les Devas, par exemple, du monde végétal, hein, voilà, des plantes, etc. Donc en Atlantide, par exemple, on se nourrissait d'énergie qui faisait qu'on captait toute l'énergie des plantes, des minéraux, du soleil, etc. Et quand il y a eu cette chute dans la matière qu'on est descendu dans des corps humains, les Devas, donc les Devas du monde végétal notamment, et puis du monde minéral aussi, mais celles du monde végétal, ont accepté de s'incarner sous des formes temporelles pour être avec nous, les arbres, les plantes. Et les esprits qui travaillent sur ces arbres et ces plantes sont des Devas que dans la mythologie, on appelait aussi à un moment le petit peuple, hein, les fées, les lutins et tout ça. les Et ces, élémentaux, on les Ouais. appelle aussi comme ça, hein, Mhm. et ces êtres-là, ils vivent dans la troisième dimension, unifiée. unifiés. Et nous, c'est ça qu'on doit retrouver en nous. Donc, prendre conscience que l'énergie qui circule en nous, cette information de lumière qui rentre dans nos cellules par l'intérieur, c'est des énergies angéliques qui circulent à travers nous, qui délivrent des messages énergétiques à notre corps et qui nous permettent justement de bénéficier de ce qu'on appelle l'énergie libre. Donc, l'énergie libre, la véritable énergie libre, c'est celle qui est produite par notre corps. Et c'est celle justement qui a découvert ce processus-là. Jésus, il l'avait découvert et il l'a utilisé. Donc, le but, c'est de se dire, quand on a de l'énergie libre, on n'est plus en quête d'énergie. Alors, quand on regarde dans le monde extérieur, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi un petit peu ce sujet, quand on regarde le monde extérieur, la crise de l'énergie, hein, depuis que le monde existe, on est toujours en recherche d'énergie, on va chercher de l'énergie dans les étoiles, dans les planètes, on en gaspille énormément. Donc on gaspille de l'énergie notamment avec la technologie aussi, on gaspille énormément d'énergie aussi dans nos relations humaines, dans nos cogitations mentales, intellectuelles et tout. On est toujours en train de gaspiller de l'énergie phénoménale et qui fait qu'on finit par être en manque, hein. Et quand on voit au niveau de la Terre, par exemple, cette nuit, j'ai fait une espèce de rêve où je voyais la Terre d'en haut, un peu. Enfin, l'image était un peu ça. Et quand je voyais la Terre comme elle était transformée, mais c'est horrible, quoi, ce qu'on a fait de la Terre. On a pollué le ciel, on a pollué les océans, on a pollué la Terre. Il y a beaucoup d'endroits de la Terre où il n'y a plus un arbre, il n'y a plus rien. C'est comme si on avait transformé la Terre en une décharge publique, alors qu'elle nous offre sans arrêt toute l'énergie dont on a besoin, puisque il y a tous les fruits qui poussent dans la nature, même sans que l'humain plante quelque chose. Mm. Les fruits poussent naturellement dans la nature, hein, même des fruits qui ne sont pas cultivés, hein, comme les mûres, les framboises, et puis il y a aussi les pommes et tout dans le temps, hein, voilà. Donc nous, on doit prendre conscience que justement, quand on mange un aliment, on se nourrit en énergie. Donc l'aliment, s'il a été en contact avec le soleil ou à l'énergie de la nature, il est rempli d'énergie. Parce que quand on mange une pomme, par exemple, la pomme contient des informations, un encodage. Et quand on en mange la pomme, ces informations-là réveillent les informations qu'on a en nous. C'est-à-dire les vitamines de la pomme qui sont dans nos cellules se réveillent au contact du monde extérieur. Ça, c'est valable pour la nourriture physique, mais pour la nourriture psychique aussi. C'est-à-dire quand on étudie des processus spirituels, que ce soit ésotériques ou autres, par exemple, on parle des chakras, on parle de tout ça,
la connaissance qu'on découvre à l'extérieur, si elle nous attire, quand quelque chose nous attire, la connaissance d'un savoir, c'est qu'automatiquement, on a en nous la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on dit tout est à l'intérieur et l'extérieur ne sert qu'une chose, c'est à réveiller ce qui est à l'intérieur. Est-ce que tu Donc, appellerais cette énergie-là le prana? Est-ce que c'est ça? Ce qu'il y a dans alors, les aliments, ce qu'il y a dans la pomme ou dans les fruits? oui. Alors nous, dans notre univers, le problème, c'est qu'on capte le prana qui est constitué d'énergie qui nous... Le prana nous permet de survivre, d'accord? De survivre. Sans prana, on est mort, hein, d'accord? Hein. Mais à l'origine, dans les plans de lumière supérieure, on dispose de corps qui sont capables de s'auto-régénérer en permanence, donc des corps qui ne vieillissent pas. Et là, on capte directement des particules adamantines. Et les particules adamantines, elles sont structurées sous forme d'hexagones, hein, vous voyez, un petit peu une figure à 6 côtés, qui sont connectées les unes aux autres, qui font un peu comme les treillis, vous savez, des Oui. alvéoles des abeilles. Hein, les alvéoles des abeilles, c'est vraiment ça, le treillis énergétique. Donc, c'est structuré. Par contre, quand ça rentre dans notre monde, les particules adamantines, elles sont déstructurées. Donc, on reçoit des particules, par exemple, par du prana, on reçoit une partie de l'énergie, mais on ne reçoit pas tout. OK. Donc, alors que dans certaines techniques yogiques approfondies, etc., quand des gens ils arrivent à un certain niveau, on doit être capable même de respirer de l'intérieur, de respirer l'air dont on a besoin depuis l'intérieur de nous, c'est-à-dire plus besoin de l'extérieur. Donc, même si on nous enferme dans une caisse fermée hermétique, on peut vivre On même sans... devrait respirer quand même. Bon, Ah, on n'en est pas encore là. non. Et c'est pourtant l'expérience que vivaient déjà les initiés dans les temples égyptiens quand on les enfermait pendant 3 jours dans un sarcophage entièrement hermétique, aucune entrée d'air. Rester 3 jours dans une pièce hermétique, tout petite, hein, un cercueil, c'est pas gros, hein, eh ben, si on n'a pas une capacité de trouver cette énergie à l'intérieur, cette respiration intérieure, on meurt. On Et meurt asphyxié. comment on la trouve, cette énergie-là? C'est par la conscience qu'elle est là? Cette énergie-là, elle est dans l'étincelle de notre cœur, mais aussi dans nos cellules, parce que faut qu'on prenne conscience que nos cellules sont constituées d'atomes, et puis les atomes sont constitués d'électrons, les électrons de quarks, et les quarks, c'est quoi? C'est des anneaux vides. Et l'énergie, elle surgit de dedans. Donc on est constitué d'énergie qui est entourée de particules de matière. Et l'énergie, la véritable énergie libre, c'est ça. Donc, dès l'instant que plus notre conscience est connectée à cette réalité, plus on s'ouvre, plus on voit, plus on perçoit l'énergie par la conscience, ben, plus on dispose d'énergie intérieurement. C'est pour ça qu'on dit plus de conscience, plus d'énergie. Si la conscience de l'humanité était ouverte à vraiment une belle conscience, on n'aurait pas tous ces problèmes d'énergie sur la Terre. Donc, si on mange quelque chose en conscience, en sachant que c'est rempli de prana et d'énergie, la pomme en question va nous nourrir 2 fois plus que quelqu'un qui mange une pomme comme ça sans réfléchir. C'est pour ça que c'est important de ne pas manger, c'est pour ça que c'est important dès l'instant qu'on mange une nourriture qui est trafiquée par l'humain ou une nourriture qui est complètement vide de sens, comme par exemple tous ces machins OGM. Ça sert à rien. Si on mangeait les gens, ils arrivent encore à survivre, même en ingérant des AGM, mais une personne qui ne mange que des OGM, je vous garantis qu'elle n'a pas longtemps à vivre. Hein, parce qu'il n'y a pas d'énergie le corps ne va pas reconnaître les aliments. Et le principe même des OGM, c'est une incapacité de se reproduire naturellement. C'est pour ça que, vous voyez, par exemple, Monsanto et tout ça, ils veulent prendre on peut dire le monopole de toutes les plantes sur la Terre, hein, pour justement que plus personne puisse penser des trucs dans son jardin qui vont se reproduire toutes seules. Ben oui. Des plantes qui vont faire le cycle naturel. Donc déjà, ça donne une capacité de maîtriser les gens. Et le problème, c'est que comme on ingère des plantes qui ne se peuvent pas se reproduire, eh ben on finit par devenir stérile. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de stérilité sur la Terre. Si on mangeait que de l'OGM, demain, les humains sont incapables de se reproduire, puisqu'on mange de l'OGM qui n'est pas connecté à l'énergie de la source. Et qui n'est pas connecté automatiquement à la reproduction. Ben non. Ben non, c'est ça. Les micro-ondes, Christian, j'imagine que ça détruit l'énergie aussi, hein? Ben, tous les aliments qu'on met au micro-ondes.
Ah bah, le micro-ondes, faut voir une chose, c'est que le micro-ondes, à l'origine, ça a été inventé par, je me rappelle plus qui, mais ça fait très longtemps, ça a été inventé comme arme de destruction, hein. Ça- Ils s'en OK. sont servis à l'origine comme arme. Je crois que ça a commencé au Vietnam, où ils ont inventé des armes qui envoyaient des énergies comme ça et qui déstructuraient les gens, et qui les désintégraient, quoi. Et après, C'est le donc c'est fun. ce processus-là qu'on a utilisé après pour créer le micro-ondes, hein. Donc on mange un truc qui est à l'origine a été fabriqué pour tuer, hein, parce que le principe du micro-ondes, c'est une agitation moléculaire. C'est-à-dire Ouais. qu'on prend les particules d'un aliment, elles sont agitées par des ondes de basse fréquence, voilà, voilà. Ça fait un espèce de tourbillon, et puis comme les particules se touchent les unes aux autres, ça les chauffe un peu, Hmm. mais ça déstructure complètement l'aliment. C'est pour ça qu'il y a une importance de micro. Et pour ça, vous voyez, quand vous avez un aliment qui est réchauffé au micro-ondes, vous apercevez qu'il refroidit très vite. Mhm. Parce que c'est pas une chaleur naturelle. C'est une chaleur qui a été provoquée. C'est un petit peu comme si vous vous frottez les mains. Ça chauffe un peu, mais ça reste pas. Ben là, Mm. c'est la même chose. Donc, quand on mange des aliments au micro-ondes, même si on mange du bio au micro-ondes, c'est vraiment débile, quoi. Ben Voilà. oui, tu mets ton bio au Si on, micro-ondes. mange si on mange des aliments micro-ondes, etc., ça finit par provoquer une désagrégation cellulaire dans le corps. OK. Alors, il y a quand même une chose qui est importante, c'est de voir, par exemple, les cellules. Nos cellules se reproduisent, hein. Nos cellules se divisent, mais elles ont un nombre limité de divisions. Les cellules, elles se divisent 50, 60 fois, et puis après, la cellule, elle arrive au bout du chemin, elle se suicide, hein. J'ai discuté avec un laboratoire il n'y a pas longtemps, il me disait, bah oui, la cellule, elle se suicide. Elle dit, bon, j'ai fini mon temps, je meurs. Bon. Et il y en a une autre qui vient la remplacer, une toute neuve. Donc, normalement, notre corps ne devrait pas vieillir. Or, il Ouais. s'avère que la plupart du temps, comme nos cellules sont connectées à notre conscience, donc à notre façon de penser, hein, donc si par exemple dans notre corps, on a des cellules qui sont malades parce qu'elles sont liées à une angoisse intérieure, etc., il y a la masse cellulaire et il y a la conscience qui maintient qui maintient la forme. Ben, les cellules, au moment de mourir, elles ne veulent pas mourir. Elles refusent de mourir. Donc, c'est un petit peu comme une génération, comme si nous, on refusait de mourir et puis on laisse pas les jeunes venir nous remplacer. Au bout d'un moment, on est des vieux jetons. Voilà. Voilà. Ben, les cellules qui veulent pas mourir, elles s'amalgament, elles restent là parce qu'elles sont liées à une forme pensée. Hmm. Mm. Et ces cellules-là, elles s'amalgament et c'est comme ça que se créent les cancers. Hmm. C'est des cellules qui résistent, qui ne veulent plus, qui ne veulent pas mourir alors que leur but, donc il faut aller les voir et dire, bon, vous dégagez, hein, parce que c'est plus votre place. Et vous voyez, c'est un petit peu le principe des générations. On voit ce principe des générations sans arrêt. C'est un peu ce qui se passe. C'est un peu ce qui se passerait dans une famille. Vous voyez, par exemple, imaginez une mère, par exemple, qui voulait réussir quelque chose dans sa vie, qui n'a pas réussi. Elle a une fille, hein, et puis elle va obliger la fille à faire ce qu'elle, elle voulait Ce faire qu'elle qu'elle, a. elle n'a pas fait. Ouais. Vous connaissez le principe, hein, voilà. Je voulais faire de la danse, j'ai pas réussi. Ah, ma fille, tu vas faire de la danse. Maman, je veux pas faire de la danse. Ça ne fait rien, tu feras de la danse. Mm. Donc, elle va se débrouiller pour que sa fille fasse de la danse. Elle va l'obliger à faire de la danse alors qu'elle n'a pas envie. C'est une prise de pouvoir, hein. Mhm. Mm. Une nouvelle Contrôle. cellule qui va prendre les nouvelles cellules. Donc, la fille, elle va faire la danse. Alors, le pire, c'est que si la fille réussit, elle peut y prendre goût après, puis peut-être réussir. Et quand la fille va commencer à réussir, la mère va tout faire pour pas qu'elle réussisse. Parce elle veut pas que sa fille réussisse, qu'elle n'a pas le réussi. Hmm. Mm. C'est des principes de cancer familiaux, ça, Mm. énergétiques. Donc, on appelle ça de l'énergivore, vous voyez. Hein, c'est pour ça, bon, on vient justement au sujet. Vous savez, petit à petit, on y vient au sujet, hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que la vie est énergie. La conscience en mouvement devient énergie. Et c'est ça qui fait qu'il y a sans arrêt des formes de vie nouvelles qui viennent, etc., etc. Nous, tout notre l'univers, il est sous gérance, on peut dire, le grand créateur de notre univers, de l'univers manifesté, hein. C'est ce qu'on appelle le Christ, hein, énergie christique. Il y a l'énergie de la source qui s'est dépolarisée, Père-Mère, et ils ont créé un vortex d'énergie, ce qu'on appelle un fils, qui a la responsabilité de la création de tous les univers. Imaginez tous les univers qui ont été créés avant nous, tous ceux qui est.
Mais tous les univers ne sont pas encore venus au monde. Et nous, en tant qu'êtres humains, on fait des expériences et petit à petit, avec le temps, dans notre évolution, on va fusionner avec d'autres âmes, etc. Et on va devenir des dieux créateurs et on va créer des univers qui ne sont pas encore créés. C'est vraiment quelque chose de fabuleux de comprendre le processus de l'évolution, de dire on est venu là pour grandir, et puis quand tous les humains, par exemple, auront atteint un état de symbiose énergétique, on fera une seule énergie, bah, on sera ce qu'on appelle une entité groupe. On sera une mère et on aura la capacité de participer peut-être à la création d'une planète ou la création d'un système solaire dans un autre univers plus tard dans notre périple de vie. C'est le but de toutes les âmes. Elles commencent à zéro, elles passent par le monde minéral, végétal, animal, humain, angélique, etc., etc. Et vous voyez, quand on parle des mères génitrices qui ont créé l'univers, les 12 mères, à l'origine, les mères génitrices, ce sont des entités groupes qui sont constituées de milliards d'âmes qui ont évolué dans des univers précédant le nôtre. Donc, ils ont acquis une connaissance, et maintenant qu'ils ont acquis une connaissance, ils ont unifié cette connaissance, ils ont créé notre système solaire, et nous, on est des nouvelles âmes qui viennent là-dedans pour expérimenter, pour arriver un jour, nous aussi, à devenir des mères génitrices. C'est le but de toute âme. Donc, c'est pour ça que l'énergie, il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc, quand on sépare, par exemple, dans notre monde, subconscient, inconscient, conscient, supraconscient, c'est des strates parce qu'on est dans un monde de comparaison. Mais en fait, tout ça, c'est pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. Hein. Sauf que c'est une vibration différente. Le supraconscient, lui, il est connecté à notre soi solaire. Hein, le conscient, il est connecté à notre intelligence, puis à notre petit moi du corporel. Et l'inconscient, c'est toute la partie de nos vécus antérieurs qui est inscrite dans nos cellules, parce que nos cellules contiennent non seulement la mémoire de nos vies antérieures, mais la mémoire de tous les êtres humains qui ont vécu sur la Terre, dans le collectif, et la mémoire même de la formation de la Terre. C'est-à-dire, on a dans nos cellules la mémoire de la formation, comment ont été formées les roches, comment ont été formés les volcans, comment ont été formés les premiers arbres, les premières fleurs. On a ces mémoires en nous, et quand on est fœtus dans le ventre de notre maman, on récapitule toute cette mémoire. Quand notre âme, elle décide de créer notre corps, notre squelette, elle va chercher les mémoires de la terre-mère, comment la terre-mère s'est créée pour recréer notre mémoire. Parce qu'à cette époque-là, on existait déjà sous une forme minérale. C'est pour ça qu'on dit que tout est en nous? Ben oui, tout est en nous. Parce qu'on rapatrie tout à chaque fois? Oui. Alors non seulement tout est en nous dans nos cellules, mais tout est en nous dans chacune de nos cellules. En plus? Donc, chacune de nos cellules contient la mémoire de tout l'univers. C'est la clé USB super. Mais quand tu nous parles de vivre dans cette conscience-là, on n'est pas nécessairement toujours, c'est vers ça qu'il faut évoluer, mais on n'est pas toujours nécessairement dans cette conscience-là. On parle juste de la pomme, on mange une pomme. Ouais. On est souvent dans l'inconscience qu'on est juste en train de manger une pomme, c'est tout. Ah bah alors, c'est sûr que plus on devient conscient, des choses, plus l'évolution se passe toute seule, de toute façon, dans le corps. Oui. Mais plus on devient conscient des choses, plus la chose devient puissante. Puissante. Quand on prononce une phrase, comme ça, elle a une certaine puissance. Mais si on prononce une phrase avec conviction et tout, bah, la phrase, elle va beaucoup plus marquer. Hein, comme je disais tout à l'heure, si on mange une pomme en conscience, les vertus de la pomme vont être plus actives que si on le fait sans conscience. Donc, en fait, il faut observer. C'est dans l'observation que ça se passe. Où tu mets ton focus, ce que tu regardes, ce que tu prends conscience, ce que tu regardes, c'est là que ça se passe, je pense. Après, le tout, c'est pas d'être dans la tête, tu vois, par exemple. Non. Le maître Omra Michael, il nous disait toujours, manger en conscience, c'est-à-dire que quand on mange un fruit, par exemple, bah, on a de la gratitude. Et on est conscient qu'on est en train de manger un fruit, etc. Et c'est vrai que quand on mange en conscience, si on mange des bons aliments et en conscience, on a besoin de moins manger.
Oui. Oui, mais ça me fait penser à quelque chose, tu sais, quand on parle de nos grands-mères, les générations d'avant, qui bénissaient leur nourriture avant de manger. En fait, ça avait un but, ça. Eux étaient peut-être pas conscients, mais il y avait un rituel autour de ça qui avait Bien sûr, parce que c'était une forme aussi une forme de gratitude. Et nous, on a une capacité maintenant qui est une forme de bénédiction aussi, qui est même beaucoup plus consciente. C'est arriver à charger un aliment des vertus qu'on veut. Par exemple, si on mange un fruit, si on mange un fruit qu'on sait qu'il a certaines vertus, hein, on peut aussi charger. On ne devrait jamais manger un fruit si on sait que l'aliment va nous faire du mal. Mm. Or, vous voyez le truc? Donc, c'est-à-dire ouais, que quand on mange un aliment, on peut demander au corps, l'aliment, que ces vertus-là activent nos vertus en nous. Donc, les ouais, vitamines de la pomme, qui ont des. Bon, la pomme, c'est quelque chose, c'est une énergie qui pacifie quand même, hein, c'est une énergie douce. Donc, que les énergies de la pomme soient plus amplifiées. Donc, au lieu de prendre une énergie qui va être à 10%, on va avoir une énergie à 100%. hum, Parce qu'on va avoir une, comment je veux dire, et dès l'instant qu'on va mastiquer la pomme en conscience, bon, c'est une chose qu'on fait pas tout le temps, hein, c'est sûr, bah, en fait, on apprécie beaucoup plus. Bon, j'ai fait l'expérience à un moment, par exemple, parce que je suis comme tout le monde, moi j'ai tendance à manger trop vite, je mange en faisant d'autres choses, bon, voilà. J'essaye de me calmer, mais comme on dit, je me soigne. je me Mais je souviens. me rends compte d'une chose, par exemple, quand vous mangez, par exemple, je sais pas, une crème au chocolat, même, par exemple, même si c'est pas tout à fait naturel, mais bon, une crème au chocolat. Bah, si vous la mangez comme ça, en regardant, en faisant un truc, voilà, vous appréciez pas tellement le goût. Mais si vous prenez juste une bouchée et que vous la Oui. gardez 5 minutes dans la bouche, eh ben, c'est là que vous vous rendez compte vous appréciez beaucoup plus le goût parce que votre palais va enregistrer toutes les sensations par rapport à ça. Et ça, on devrait faire la même chose avec tout ce qu'on mange et même avec tout ce qu'on fait. Même quand on prend une douche, ou même, je dirais, quand on a une relation, sexuelle, hein. Prendre le temps de goûter, quoi. Enfin, prendre le temps de vivre, prendre le temps de goûter, parce que souvent, bon, pour les gens, la sexuelle, c'est un peu comme manger un truc, réchauffé au micro-ondes, hein. Il réchauffe à toute vitesse, il consomme, puis après, il passe à autre chose. Parce C'est qu'il les molécules qui se frottent. Voilà, c'est ça, parce qu'après, il faut répondre à mes mails, vous voyez, Mais c'est un ça peu le truc. refroidit vite, Ça on le refroidit sait. vite. Et ouais, c'est ça le truc. Bah, des fois, c'est long à chauffer, hein. Bon. Mais Ça dans dépend. nos relations, tu nous parlais d'énergie. Dans nos relations, c'est ce qui se passe souvent aussi, par exemple, avec les gens. On se sent vampirisé ou Voilà. on peut vampiriser quelqu'un Quelqu'un, d'autre ouais. aussi. Ça ne veut pas dire que ça ne nous arrive pas. Mais quand on est en conscience, c'est des choses qu'on va essayer d'éviter quand on le Ah, sent. justement, c'est ce qu'on voit. Ça a été assez bien illustré, ça, dans la prophétie des Andes aussi, il en parlait. Dans Bon, le je film pense. aussi, La Divine Prophétie, la Célestine Prophétie, on voit justement ce processus. Mm. Donc, nous, il faut qu'on prenne conscience que toutes les formes de vie, quelles qu'elles soient, communiquent et échangent des énergies. Ça, on le sait, d'accord? Mm. C'est un principe vital. C'est inconscient, mais on ne peut pas y échapper, hein. On ne peut pas vivre isolé du monde, hein. Donc, on peut dire que chaque partie du tout communique avec les autres parties du tout, aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Donc, la compréhension de cette circulation d'énergie, elle est hyper importante pour nous, hein. Voilà. Et c'est de là, justement, que proviennent tous nos maux, mais aussi nos solutions. Donc, tant qu'on recherche l'énergie dont on a besoin en puisant dans celle des autres, hein, ou que nous nous laissons vampiriser la nôtre par certains, nous entrons en lutte pour l'énergie. Mhm. Mm. Or, comme la conscience est énergie, à conscience limitée, énergie limitée, et puis à partir de là, eh ben, les conflits, etc. Donc, notre corps est un véhicule, hein, qui a besoin d'énergie pour vivre, hein, évoluer. Voilà. Alors, notre corps vital, le corps éthérique, c'est un peu comme un réservoir d'essence, hein. D'abord, c'est le réservoir des sens, les cinq sens. Ah ouais. Ah C'est ouais. pas pour nous. On ne peut pas vivre sans les cinq sens. On a besoin, c'est ce qui nous met en contact avec le monde. Mm.
cinq sens, le goût, l'odorat et tout ça, on est informé sur l'extérieur. Si on n'a plus de sens, notre vie n'a plus de sens, comme nous ne dirons plus. Voilà. Donc, et c'est par nos sens, nos cinq sens, que nous recevons et échangeons des énergies avec autrui. Chacun doit donc se rendre régulièrement, je peux dire, à la pompe pour faire le plein et remplir son réservoir. Voilà. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'en fait, quand on est en contact avec quelqu'un, par exemple, et que nos cinq sens sont en affinité avec la personne, le goût, l'odorat, le toucher, etc., notamment dans une relation amoureuse, ben, il y a une fusion qui se fait. Les cinq sens amènent au sixième sens. Le sixième sens, c'est l'intuition. Donc, quand on est en contact avec une personne et que tout ce qu'elle émane sur le plan de ses cinq sens est en affinité avec nous, on a automatiquement un sentiment de plénitude avec la personne. De connexion, oui. On va échanger des belles énergies qu'on appelle l'amour. Hein. Donc, c'est sûr que nous, quand les êtres humains, donc, quand ils sentent que leur réservoir d'essence est vide, ben, ils veulent remplir leur jerrycan. Voilà. Comme par exemple dans notre société actuelle, quand tous les pouvoirs en place sont mis en place pour la distribution d'énergie soit perturbée, notamment en faisant croire que les réserves s'épuisent, on entre dans une guerre. Et c'est ce qui s'est passé notamment pendant la crise 2019, etc., le Covid, etc., où on n'était plus en connexion directement les uns avec les autres. Donc, c'est très difficile. On avait du mal à se recharger en essence, c'est qu'à de le dire. Hein. Oui. Donc, quand on ne veut pas entrer et devenir dépendant de cette guerre d'énergie, bah, on entre chez soi, on se connecte à son ciel intérieur, donc à cette étincelle, on chasse les nuages d'illusion et on capte directement l'énergie solaire. Hein. Donc, le ciel, c'est la conscience, c'est l'énergie. Donc, c'est intéressant de voir que pendant la nuit, notamment, vers 2-3 heures du matin, on reçoit des grosses décharges de plasma du corps qui nous auto-régénèrent. C'est pas pour nous. Donc, c'est une nourriture, on peut dire, intérieure. Donc, on peut dire que l'étincelle de notre cœur, c'est comme une porte des étoiles qui permet l'entrée d'énergie qui viennent d'autres mondes et qui nous nourrit de l'intérieur. Nous, on a l'impression de te nourrir de l'énergie extérieure, mais de l'énergie extérieure, on ne prend pas grand-chose. Tout le monde extérieur, l'énergie, comme la lumière extérieure est quand même, occultée par les voiles, on n'a pas beaucoup d'énergie en extérieur. Au contraire, des fois, on s'épuise plus à trouver l'énergie extérieure qu'elle a trouvée à l'intérieur. Donc, voilà. Mais pour trouver cette énergie, il faut encore déjà pouvoir avoir assez d'énergie pour s'intérioriser. Hein. Donc, l'important de ne pas avoir trop de conflits relationnels. Hein. L'avidité de savoir peut nous amener à passer des heures sur un écran énergivore et nous laisse au bord de la route comme une auto en panne d'essence. Hein. Alors, voilà. Donc, j'ai observé un petit peu les comportements humains, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Voilà. La femme, par exemple, s'exprime par ses émotions. Elle parle, elle pense tout haut, elle raconte, elle a toujours quelque chose à dire. Cependant, elle écoute, elle enregistre, elle n'oublie rien et se souvient des dates précises. Donc faites gaffe à ce que vous dites. Hein. Elle emmagasine les informations jusqu'au moment où, quand il y a le trop-plein, il suffit d'un seul mot pour qu'elle explose. Hein. Donc, la femme est multifonction. Une femme, en fait, elle pense tout haut. Voilà. L'homme, lui, il réfléchit, il pense tout bas, lui, hein, en silence. Il cogite, il analyse, il dit rien. Il entend, mais il n'écoute rien. Alors, Tu peux-tu répéter cette phrase-là? Il entend, mais il n'écoute rien. Il entend, mais il n'écoute rien. Il n'enregistre rien. Il reste concentré sur ses idées. Et quand on veut savoir des choses, il faut lui tirer les vers du nez, lui poser des questions. Oui. Il veut résoudre ses problèmes tout seul. Il est agacé par les paroles de sa femme et n'écoutant pas ce qu'elle lui dit, ne répond pas. Et souvent, il dit le mot de trop qu'il n'aurait pas dû dire qui fait exploser sa femme. Voilà. Fait qu'on est toujours en train d'exploser. L'homme pense que si sa femme trouve la solution à sa place, il va perdre sa virilité et son pouvoir de décision. Oh là là. Oh my God. C'est des comportements naturels, hein. C'est pas des défauts, on a été construit comme ça. Hein. Voilà. Alors, quand il y a un problème à résoudre à deux, un homme et une femme, Eh boy. un homme et une femme se posent la même question face à un problème, afin de trouver une solution. La femme émet des idées.
Ça vient naturellement. Elle exprime tout ce qui lui passe par la tête, ses ressentis. Pendant ce temps, l'homme essaye de réfléchir, de cogiter, malgré tout ce bruit. Il cherche une solution de sa logique interne et il n'écoute que superficiellement les mots émis par la femme et il est fort rare qu'une solution fiable en sorte. Oui, ça. Et c'est tellement drôle. Vous voyez, c'est pas fini. Oh Tant mon que- Dieu. On dirait C'est qu'il décrit pas. On n'a pas la Paul côté, puis Dodo. pas la Voilà. côté qui rit. C'est comme Paul puis Dodo, c'est exactement ça. Ah, c'est Tant que- drôle, Tant excusez. que ça continue, Oui, ça, continuez. alors le truc, c'est que plus la femme essaie de convaincre l'homme par ses argumentations, Oui, que c'est là qu'il faut mettre le canapé, par exemple, hein, plus il renforce son armure et moins il accepte les argumentations, car il a l'impression de perdre son pouvoir. À cela, on ne peut rien changer, c'est dans notre nature. Il faut donc calmer les énergies, se reposer, respirer, et puis, comment je vais dire, laisser trouver la paix intérieure. Alors, actuellement, on est dans une inversement des polarités. L'homme devient plus féminin et la femme plus masculine pour retrouver un équilibre. Il faut donc trouver dans un premier temps un équilibre intérieur. Sinon, c'est la cacophonie. Quand on est dans une relation homme-femme, on se retrouve à quatre en fait. Donc, voilà. c'est vrai. On est Et quatre. chacun doit pouvoir trouver son compromis en son intérieur, donc faire un couple harmonieux avec lui-même, la femme et l'homme, sinon c'est une scène de ménage intérieur entre les émotions et la raison dont on ressort vide de sens. Bon, moi j'appelle ça une crise de ménage, vous voyez, hein, une crise de ménage. Donc, Ah, c'est une belle synthèse. Ouais. donc, on n'est donc pas à l'abri, même quand on vit seul, des soirées de remue-ménage. Hein. Vivre en bonne compagnie de soi, c'est pas de la tarte. On peut s'engueuler tout seul, sans oublier qu'en chacun de nous, il y a un autre personnage, un squatteur, un indésirable, un petit gris invité par l'ego et qui passe son temps à saboter toutes nos bonnes résolutions. Ouais, Et là, il faut Oui. retenir ça aussi. ouais. Parfois, ce saboteur se manifeste dans un couple par l'intermédiaire d'un enfant qui s'avère fort doué pour déclencher les conflits parentaux afin d'en tirer profit parce que les deux parents s'engueulent et à la fin, les deux parents lui font un cadeau. Donc voilà. Ah! Voilà. Mais c'est tellement ça, Christian. Oh là là. Continue, Alors, nous c'est bon. gaspillons aussi beaucoup d'énergie en ressassant en boucle le passé, ce qui était bien, ce qui a marché, en espérant que ça marche à nouveau, mais ça ne marche plus. Donc, il faut toujours adapter son logiciel intérieur aux mises à jour, sinon on est complètement largué. Hein, des choses qui ont marché dans le passé ne marchent plus maintenant. Mm. Donc, on peut gaspiller aussi notre énergie en anticipant les problèmes futurs, ceux personnels et ceux résultant des infos médiatiques. On se projette, on ramène dans le présent des problèmes qui ne sont que possibilités et ce qui nous empêche de vivre les solutions. Par exemple, on imagine des soucis financiers, on va se dire 4 mois à l'avance, c'est-à-dire oh, comment je vais faire pour payer mes impôts dans 4 mois, en espérant qu'on va trouver les solutions. Et c'est tout le contraire. Notre mental s'empêtre dans les contradictions et le problème, qui n'était qu'une probabilité, devient une réalité. Une Réalité. Ouais. Et ainsi, le futur devient le présent et le futur devient aussi mauvais qu'on l'a imaginé. Ouais. Parce qu'il y a un effet vibratoire. Tout ce qu'on émet en vibration va dans l'univers et nous revient. Bon, je dis, l'univers, on peut dire, c'est le corps du Christ, hein, le corps christique, c'est l'énergie, c'est de l'énergie pure. L'univers nous dit toujours oui, parce que l'univers, c'est un écho. Imaginez qu'on est dans une grande bulle. On envoie des trucs, l'univers, il nous renvoie en écho ce qu'on balance. Donc, si on dit « Oh là là, je n'y arriverai jamais », l'univers, il dit « Tu n'y arriveras jamais. » Oh, que je suis con. Oh, Ah, que je- que Ah, t'es t'es con. vraiment con. Voilà. Et puis, ça se répète. Donc, en fait, c'est là qu'on doit prendre conscience qu'on doit faire attention à ce qu'on émet, ce qu'on sème, parce que ça revient. Et l'univers, il dit toujours oui. C'est pour ça qu'on a un grand travail à faire à l'intérieur. Si on pense pénurie d'énergie, par exemple, actuellement, on est en train de balancer des trucs sur la pénurie d'énergie, le réchauffement climatique, on pense à ça et l'univers nous dit, voilà, c'est ce qu'ils veulent. Parce qu'on est des co-créateurs. Alors maintenant, quand on voit l'homme qui a développé son côté féminin,
quand un homme développe son côté féminin, il parle plus. Il s'exprime, il raconte, et par ce fait est apprécié par les groupes féminins par son écoute et sa sensibilité. Il confie ses problèmes, compatit à ceux des femmes qui ressemblent anciens. Parfois, il en dit trop aussi. Hein, bon. Confiant, il raconte tout et ne cache rien, ce qui lui apporte parfois des problèmes. Ce qu'il dit se retourne contre lui. Quand on se découvre trop, on devient vulnérable. Hein, et c'est pour ça, voilà. Cependant, il reste souvent cantonné dans ce rôle, hein, voilà, hein, et les femmes le sentent parfois trop fragile, comme si elles ne pouvaient pas, elles se reconnaissent trop en lui et ne pouvant trouver en lui la force mâle, elles sont chercher des mâles ailleurs. Ouais. J'en sais quelque chose, hein, ces genres de trucs. Je On connais disait, bien. on disait c'est un homme rose. Voilà. Ouais. Donc, féminin, l'homme féminin reste seul. La relation entre lui et les femmes est comme celle entretenue par celle-ci avec justement les hommes. Et c'est pour ça, vous voyez, que on voit souvent, par exemple, les homosexuels sont très appréciés des femmes, souvent, dans vos relations. Parce qu'ils s'entendent bien, parce qu'ils ont une façon de percevoir les choses avec une sensibilité que l'homme macho va pas, naturellement. Mais à partir de là, l'homme, il reste un peu dans sa filière, quoi. Voilà, il reste. Elles savent qu'elles ne sont pas en danger avec lui sur le plan de la séduction, et c'est pour ça qu'elles sont plus en confiance. Donc c'est la même chose quand un homme est plus féminin, mais qu'il est moins, comment je veux dire, qu'il n'est pas homosexuel, hein, mais qu'il est plus féminin, parce que ça le fragilise dans sa virilité quelque part. Et c'est pour ça qu'on voit actuellement beaucoup d'écoles d'hommes où on apprend des choses sur les massages, sur le tantrisme, sur toutes ces choses, pour que l'homme, il devienne pas, il n'est pas une femme, pour que l'homme, il garde encore quand même sa virilité, parce qu'il en a besoin pour trouver son équilibre intérieur. Parce que si sa femme intérieure domine, l'homme, il va basculer dans le côté féminin, et puis à partir de là, bon, il ne sera plus un homme, quoi. Voilà. Donc, être androgyne et équilibré entre ces deux polarités n'est pas une chose aisée. Car l'homme qui a ouvert sa polarité féminine ne doit pas pour autant de manifester sa polarité masculine, s'affirmer, oser prendre des risques, peut-être faire des sports de mec aussi, hein, développer ses muscles. Sinon, il reste fragile, trop sensible et apparaît toujours aux autres comme l'éternel adolescent en mal d'amour qui n'a pas réussi à trouver sa place en ce monde. Et moi, je peux en parler en connaissance de cause parce que c'est une expérience que j'ai vécue. Moi, j'ai toujours été attiré par des sports beaucoup plus doux. J'allais dans des salles de gym. Je me retrouvais avec 50 femmes. J'étais le seul mec, quoi. Alors, moi, ça me faisait bien aussi. Hein. Ça me faisait bien. J'avais super. Voilà. Quand j'étais absent, au moins, on savait que j'étais pas là. Tu n'es pas venu la semaine dernière. Bah oui, sur moi, je suis le seul mec. Ça se voit quand je suis pas là. Oui, Et en même temps, donc, j'arrivais à comprendre un petit peu certaines problématiques qu'avaient des femmes sur le plan même de leurs problèmes de poids, tout. Je me disais, ah putain, comment ça se fait que tu arrives à comprendre tout ça? Ben, je comprenais ça. Mais en même temps, ça me mettait quand même en marginalisation. D'accord? Donc après, quand on accepte de vivre en couple, il faut en accepter les avantages et les inconvénients. Hein. Ça fait évoluer plus rapidement, puisqu'on se trouve face à un effet miroir de nos propres problèmes. Ce qui nous dérange en l'autre fait écho dans ce qui nous dérange intérieurement. Donc, c'est pas facile de vivre en couple, c'est plus évolutif. Hein. Donc, si on se met en couple juste pour pas vivre tout seul et qu'on reste dans sa petite bulle, sauf pour combler l'ennui ou pour le plaisir, sans tenir compte de nos besoins véritables et de ceux de l'autre, hein, cela provoque la zizanie, naturellement, les conflits de couple, etc. Il n'y a pas d'échange d'énergie positive. Il y a une espèce de vampirisme qui va se passer. Donc, on ne peut pas éluder ses propres besoins, pas plus que ceux de l'autre. Donc, par exemple, si on épouse une femme qui désire un enfant, hein, si on a un homme, il faut aussi désirer cela soi-même. Hein. Et si on ne désire pas d'enfant, ben, il faut mieux pas s'engager, prendre du recul pour découvrir la cause cachée de ce non-désir. Parce que c'est un problème avec nous-mêmes, afin de pouvoir enfin trouver le juste décision en mettant les plateaux de la balance, ce qu'on a découvert. Donc l'amour que l'on a pour cette personne est-il plus fort que notre non-désir d'enfanter? Ouais, c'est toujours une recherche d'équilibre entre deux polarités. C'est vraiment pas évident tout le temps, c'est sûr. Alors, bon, pour la femme qui développe son côté masculin, c'est un peu la même chose à l'inverse. Elle doit faire attention de ne pas tomber dans le contrôle, de
de devenir celle qui va tout commander, diriger. Parce qu'on a un problème qui est dans l'humanité qui date de très longtemps, parce que il y a très longtemps il y avait cette notion d'androgyna, hein. Après, il y a eu l'androgyna était bien, et puis après, il y a eu une tendance, comment je vais dire, matriarcale qui s'est développée, et certaines femmes, pas toutes, hein, mais il y a des mouvements féminins qui ont commencé à vouloir dominer l'homme. Donc, il y a eu une période de l'humanité qui a été marquée par le matriarcat, où les femmes utilisaient les hommes comme objets sexuels et objets de reproduction, hein. Le mythe des Amazones n'est pas qu'un mythe. Il y a eu des traces qui ont été retrouvées là-dessus, donc c'est quand même pas rien. Voilà. Et puis, ce qu'il y a un moment, c'est que les hommes, à force d'être opprimés par les femmes, ben, ils ont fini par se rebeller. Et ils ont pris le contrôle. Et de là, on est tombé dans une société Patriarcal. patriarcale, avec toute cette domination et tout qu'il y a depuis pas mal de temps. Et maintenant, on est dans une période où il y a eu, depuis 2012, l'émergence on peut dire l'émergence du mouvement féminin qui est venu, hein, le féminin sacré qui est ressorti. Mais le féminin sacré n'a rien à voir avec le machisme ni avec les mouvements MLF. On confond le mouvement féminin, l'émergence du féminin sacré avec l'énergie de la femme. Vous voyez, il ne faut pas confondre le principe et le personnage. Le féminin sacré, c'est le retour dans l'être humain de son côté sensible, de son côté connexion avec la nature, connexion avec l'énergie, hein, connexion. Parce que on ne peut pas enfanter si on n'est pas mère intérieurement. Quand on trouve l'équilibre en soi entre masculin et féminin, entre l'intellect et les émotions, on peut devenir un artiste, par exemple, un artiste qui va être compositeur, auteur, interprète, il incarne l'androgyna. Il a besoin de personne pour écrire les textes de ses chansons, il fait sa musique lui-même, il est autonome. C'est ça. Donc nous, on doit trouver cette autonomie en nous, et tant qu'on ne l'a pas trouvée, on a besoin aussi souvent de chercher à l'extérieur une personne qui va être complémentaire, qui va pouvoir permettre de réveiller notre polarité intérieure. C'est par exemple un homme qui, par exemple, va avoir besoin de créer. Pour créer, il faut de l'énergie féminine, hein, il faut du magnétisme. Hein, voilà. L'homme qui vit seul, c'est plus difficile parce qu'il va être obligé de puiser dans son propre magnétisme. Donc, il faut le recharger, ce magnétisme. Et le magnétisme, ça se recherche par la tendresse, la douceur, etc., l'énergie féminine. Donc, il va avoir besoin d'une énergie féminine pour le renforcer, pour le nourrir. C'est ce qu'on retrouve dans les principes, par exemple, du tantrisme shivaïque. Hein. Shakti, Shiva, cette énergie, conscience et énergie sont un. Voilà. Donc, quand l'homme retrouve la femme qui va avoir beaucoup de magnétisme, ce magnétisme de la femme va réveiller son propre magnétisme féminin. Donc, donc, vous voyez, l'acte d'amour entre des êtres humains, c'est une recharge énergétique, en fait. Ouais. C'est pour ça que dans une relation, bon, tout à l'heure je parlais de relation sexuelle, dans une relation sexuelle, on peut dire vite fait, bien fait, voilà, ça dure 5 minutes, ça sert à rien, parce que là, c'est comme si vous vidiez votre réservoir d'essence dans la rue. Voilà, c'est ça, pas la même chose, hein, voilà. Après, une relation sexuelle, on pourrait la comparer quelque part à quand on va à la pompe, hein. Il y a le réservoir, et puis bon, vous voyez, on met le truc, et puis ça y est, bon, voilà. Il y a ce travail masculin, féminin qui se fait. Hein. Donc à partir de là, quand on a une relation quand on prend le temps de savourer la relation, comme je disais tout à l'heure, on va nourrir le magnétisme, on va nourrir l'amour, hein, ce qu'on appelait dans le temps les préliminaires amoureux, hein. Danser ensemble, faire des trucs, voilà, petit à petit, préparer l'ambiance, vous voyez ça. Et ça prend un certain temps, mais ça nourrit l'énergie. Ça nourrit l'amour aussi. Hein. Et puis à partir du moment après, quand on accomplit cet acte sensuel et tout, ben, on prend le temps, et quand on a fini cet acte, on ne se rhabille pas et on ne se barre pas tout de suite. Il faut rester ensemble pendant un moment. Pourquoi? Parce que dans le moment... Et c'est pour ça, vous voyez, après une relation sexuelle, par exemple, l'homme va s'endormir, hein, plus rapidement que la femme. Hein. Pourquoi? Parce que l'homme, il a épuisé son énergie physique. Dire, il a transmis son essence, d'accord? Et son corps éthérique a besoin de se recharger, et il va se recharger au corps éthérique de la femme. Ah, okay. Parce que la femme a un corps physique féminin,
et un corps éthérique masculin. C'est pour ça que la femme a beaucoup de sang en plus et qu'elle a une vitalité extrême par rapport à l'homme. La femme a un corps vital la femme a un corps éthérique beaucoup plus puissant que l'homme parce qu'elle se recharge aux énergies de la terre. Vous voyez? Et un homme, il a un corps physique masculin qui émet et il a un corps éthérique féminin qui reçoit. Donc, dans une relation sexuelle, par exemple, les deux corps, l'homme pénètre la femme, mais c'est le corps éthérique de la femme qui pénètre le corps éthérique de l'homme. Et c'est là qu'il y a une recharge d'énergie vitale. C'est pour ça que quand un homme et une femme restent ensemble après un acte sexuel qui est agréable, ben, il y a une recharge d'énergie de deux côtés. Il y en a un qui reçoit l'énergie, voilà. Et après, on se sent beaucoup plus épanoui, voilà, parce qu'il y a eu cet échange d'énergie. Je dis, on a fait un tour à la pompe. Hein. C'est pour ça qu'après, on se sent bien. Ouais. Et ça, c'est important, vous voyez. C'est pour ça que la sexualité en Inde, c'était quelque chose de sacré, parce que c'était énergie. Shiva, c'est la conscience. Shakti, c'est l'énergie. Quand Shiva et Shakti sont ensemble, interpénétrés, il y a un échange conscience-énergie en boucle. Donc, voilà. Donc, en fait, une relation sexuelle bien vécue nous recharge énergétiquement. Donc, après, on est plus créatif, on est mieux, etc., etc., etc. Hein, parce qu'il y a, ce truc on doit pas se sentir plus fatigué après, on doit se sentir réénergisé. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on traduit un petit peu ça. Christian, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos de ça, avec tout le mouvement qui existe actuellement sur les LGBT, moi je ne sais plus trop comment on dit ça, mais tout ce qui est transgenre et tout ça. Est-ce que c'est les polarités? Est-ce qu'il y a une confusion de plus en plus au niveau des polarités ou qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qu'il y a, c'est que quand on a, par exemple, des tendances, quand un homme s'incarne et qu'il a, par exemple, un homme peut s'incarner, par exemple, et avoir eu beaucoup d'incarnations de femmes avant. Mais donc, d'un coup, il se retrouve dans un corps d'homme, alors qu'il a encore cette féminité en lui qui est marquée, voilà, on peut dire dans ses gènes. Donc, il va avoir son féminin qui va prendre le dessus, etc. Hein. Donc, automatiquement, il va falloir, tout va dépendre de comment il va être nourri pendant l'enfance. Donc, si par exemple, si son masculin est complètement castré par une mère qui va être, par exemple, possessive, qui va être trop présente, hein, donc il ne va pas pouvoir exprimer son côté mec, hein, même en étant enfant, ben, plus tard, il a de fortes chances de devenir un homosexuel. Okay. Parce que, voilà, hein, quelque part, voilà. Alors que si, pendant l'enfance, il a un père qui est quand même masculin, qui l'invite à faire des choses masculines, viriles, etc., il va pouvoir trouver un certain équilibre. Et quand il va arriver à l'adolescence, l'adolescence, c'est l'âge de l'androgyne, hein, où il y a le masculin et le féminin, parce qu'on s'ouvre à l'amour, hein. Voilà, il y a la sensualité, il y a la libido qui commence à se mettre en place. Donc à partir de là, il va pouvoir trouver son équilibre. Donc il va pouvoir vivre ces deux polarités. Et après, comme il va grandir, bah, petit à petit, il va prendre sa véritable place dans le monde. Ouais. Donc, il va accepter sa polarité sexuelle. Or, s'il accepte, s'il y a un déséquilibre, automatiquement, il va avoir tendance à basculer dans le côté opposé. Donc, il va vouloir être une femme, par exemple, au lieu d'être un homme, etc. Ce qui va lui poser des problèmes, naturellement. Hein, des problèmes, déjà, bon, sans compter aux problèmes relationnels. Et après, quand il va, s'il arrive même à devenir, à se faire des opérations physiques, etc., c'est jamais que du truc extérieur, c'est de l'esthétique, mais ça ne change absolument rien de l'intériorité. Il est né homme dans cette vie pour exprimer son masculin. Donc après, on est dans une période maintenant où justement on parle beaucoup de ces histoires de transgenre, hein, et c'est vraiment catastrophique quelque part parce qu'on met le doute chez des enfants qui sont jeunes, quant à leur libido. Moi, quand j'étais enfant, si on m'avait posé la question à l'école, est-ce que tu es un mec ou une fille, j'aurais pas aimé qu'on me demande ça, parce que voilà, d'accord, hein, c'était ce côté-là. Donc maintenant, ça pose des questions, des intérêts. Alors, comme tout sur les médias est fait pour nous montrer ça, ouais, c'est ça. Dans tous les films, hein, il y a plein de films qui sortent là-dessus. Ouais. Donc, déjà, il y a plein de films qui sont sortis sur les relations homosexuelles depuis 2012. Hein. On voit de plus en plus des jeunes qui s'embrassent.
Moi, j'ai vu récemment aussi dans un film de chevalerie médiévale, deux mecs qui se roulent une pelle, quoi. Excuse-moi le terme, mais deux chevaliers, tu sais, avec en armure, c'est C'est ça enlève de dichotomique. la crédibilité à l'histoire. Hein. Vous voyez le truc? Ça Dans doit le temps, faire quand il du y avait la bruit guerre, quand les ça mecs, arrive, ça. Les dans le temps, armures, et cachin, cachin. C'est métal sur métal, là. quand quand les mecs ils partent aux croisades, bon, des fois, malheureusement, ils violaient les femmes. Maintenant, imaginez, ils partent en croisade, les mecs, ils se violent entre eux, quoi. Ah, c'est pas Ouais, vieux. Non, mais Non, enfin, vraiment. mais on arrive un peu. on voit Donc, l'importance du rôle des parents aussi, hein, dans tout bien sûr, ça, là. tout ça. Les parents, c'est fondamental. Les parents ne doivent pas réprimer, ne doivent pas empêcher les tendances naturelles de l'enfant à se manifester, mais ils doivent le guider s'ils s'aperçoivent. Et par exemple, si un enfant garçon, si on l'inscrit dans une école de danse avec des filles et tout, puis qu'il a déjà certaines tendances, bah, voilà. Alors peut-être qu'il faut faire attention à pas non plus pousser dans le sens où on veut pas, quoi. Après, une fois que l'enfant est adolescent, il fait son choix, bon, bah, c'est son choix. Ouais. Il n'y a pas à le juger, il n'y a pas à le rejeter. Mm. Hein, il vit sa vie. Mais comme on arrive dans une fin de cycle, c'est normal, puisque tous les mémoires qu'on a emmagasinées tout au long de nos vies ressortent. Donc, on a les frustrations, on a toutes les choses. Et c'est pour ça que dans les fins de cycle, il y a souvent plein de trucs qu'on peut appeler des déviations. Hein. À l'époque de la fin de la Grèce, la fin de l'Égypte, la fin de l'Empire romain, il y a toujours eu des trucs énormes. Il y a eu de la pédophilie, il y a eu l'homosexualité, il y a eu des orgies, il y a eu des tas de trucs, parce que c'était. Mais en fait, c'est parce que c'était la fin. La fin. Ouais. Alors, il n'y a pas à juger. Moi, je dis, je ne juge pas les gens qui sont dans des tendances comme ça à changer. Ils sont ce qu'ils sont. Mais le tout, c'est de quand même faire attention au niveau des parents, de la responsabilité parentale, de ne pas accentuer soit en contraignant le contraire. Par exemple, si un garçon a des tendances homosexuelles, si on commence à le contraindre et puis à le brusquer, on va développer le contraire. Ouais. Hein, et non plus, naturellement, à pas non plus le castrer. Donc, essayer de trouver un équilibre en lui faisant faire des sports peut-être plus masculins pour qu'il soit Mm. au moins équilibré. Après, Après, c'est son les choix. gens qui sont androgynes, ils sont entre les deux. Hein. C'est-à-dire que de temps en temps, on est plus féminin que masculin. On est là, mais le tout, c'est d'arriver à trouver cette unité, parce que l'androgynat, c'est le couple intérieur. Quand on a trouvé le couple intérieur, voilà, ça va. Alors après, quand on se trouve, par exemple, toute relation est couple. Hein. Dès l'instant qu'on rencontre quelqu'un dans la rue, qu'on parle, on forme un couple, même si ça dure 2 minutes. Voilà. Hein. Donc quand on se trouve avec quelqu'un, l'échange d'énergie commence. Quand deux personnes inconnues se rencontrent, par exemple, il peut y avoir une certaine affinité vibratoire, hein, voire même de l'amour. Hein, voilà. Cela peut déclencher une relation, peut-être amener un couple, mais dans le couple, il y a souvent un moment où l'un des deux commence à avoir peur, à douter. Il commence à s'interroger ou à se projeter dans le futur avec une certaine angoisse, et sans s'en rendre compte, il va chercher à prendre le contrôle de la situation. Petit à petit, il va dévorer l'énergie de l'autre, et lui aussi, et l'autre rentre sur la défensive, et les problèmes surgissent. Hein. Donc voilà, les gens non éveillés mettent beaucoup de temps à se rendre compte du processus. Ils se mettent en couple, se marient et se rendent compte un peu trop tard de l'enfermement. Il y en a toujours un des deux qui cherche à contrôler la relation. Mais ce n'est pas par méchanceté, c'est par sécurité. C'est par une sensation de sécurité. Donc, quand on se sent anxieux, que voilà, donc on a peur que l'autre s'en aille, ou par exemple la femme qui va avoir peur de ne pas être assez belle, par exemple, ou elle se sent vieillir, puis elle a peur que son mari aille voir autre part, et ben, elle va prendre des attitudes qui vont faire qu'en fait son mari va finir par se barrer parce qu'elle elle va le pomper avec ses idées ou avec ses énergies, etc., etc., etc. Oui, et quand on n'est pas dans cette conscience-là, souvent on va s'apercevoir que les gens ils vont se laisser et ils vont rencontrer une autre personne qui va arriver avec le même comportement, les mêmes choses. Tu vas être encore confronté dans tout ça encore parce que tu n'as pas compris. Alors, quand on est un peu plus éveillé, on s'en rend compte plus vite, hein, Oui, parfois quelques minutes, hein, quand on est avec quelqu'un, car on voit tout de suite que l'autre cherche à prendre le contrôle. Il y a des gens, ils s'approchent trop près de vous, par exemple, pour parler. Ils rentrent dans ta bulle. Et il y en a, vous voyez, la façon de donner la main. Il y en a, ils vont prendre oui, la main à deux mains. Il y en oui, a, ils vont prendre l'épaule.
Ça, c'est des systèmes de contrôle. Mm. Hein, c'est ce qu'on appelle la communication non verbale. Il y en a plein de trucs comme ça. On voit les gens, la façon qu'ils ont, la personne qui va vous écraser la main, par exemple. Hein, Ou la voilà, main moite et molle aussi. voilà. Et puis la main molle aussi. Voilà. Donc déjà, on a une aptitude. Et puis on voit la personne aussi. Et les personnes, ils sont très condescendantes. Ils vont vous prendre par l'épaule et pour parler, etc. Ils Mm. prennent, ils cherchent à Oui, prendre le contrôle sur vous. il D'une façon. vampirise. Oui. Voilà, hein. Donc ça, voilà, de se rapprocher, le regard aussi, le regard, toutes les révélations du processus qui se met en place. Donc quand on se rend compte qu'une personne commence à nous envahir, hein, il importe de prendre de la distance. Mhm. Parce que c'est là que commence le vampirisme, et c'est là qu'on retrouve aussi toutes les relations, ce qu'on appelle avec les pervers narcissiques, hein, ou Mhm. les gens qui sont toujours en train de se plaindre, etc. Les pervers narcissiques, ils ont une tendance ils ont des problèmes, ils s'aiment pas la plupart du temps, hein, ils ont des problématiques, voilà. Donc eux, ils se nourrissent quelque part de l'énergie des autres, parce que leur but, Mm. c'est d'arriver à se nourrir de l'énergie négative des autres, quelque part, en amenant l'autre à s'auto-culpabiliser. C'est-à-dire, eux, Mhm. ils vivent difficile, c'est toujours la faute de l'autre. Mhm. Mm. Quand on est avec un pervers narcissique, on a toujours l'impression qu'il va mal à cause de nous. Mhm. Donc, on commence à aller mal. Et quand on commence à aller mal, le pervers narcissique, lui, il va mieux parce Ben que oui, ben oui. Il Il a se eu son nourrit de notre ananas. malheur. Ben oui, Il a eu son ananas. il a eu son anane, oui. donc, ce processus d'échange énergétique est valable dans tous les domaines de la vie, hein, entre tous les humains, Mm. entre un patron et son employé, Mm. entre une mère et son enfant, et aussi avec les autres règnes, hein. Par exemple, quand on communique avec un arbre, les gens ils disent oh, je vais me recharger près des arbres. Pourquoi aller se recharger? Un arbre, c'est une entité vivante, c'est un déva, hein, d'accord? Il Mm. ne faut pas chercher à prendre, mais à donner, à rayonner. On peut aller vers un arbre et essayer de partager son énergie avec lui, lui parler, etc., peut-être l'enlacer, mais il faut qu'il y ait un échange. On ne vient pas là pour prendre et puis Mm. se Mm. barrer, quoi, hein. Donc il faut toujours donner, pas recevoir. Donc quand on a vers un arbre, par exemple, si on émet un rayon naturel d'amour envers l'arbre, l'arbre va nous renvoyer une énergie d'amour, comme lui, il a envie de nous l'envoyer, pas comme on veut que la Veut reçoive. l'avoir, ouais. Et c'est pareil avec les gens. Ouais. Oui. Donc, voilà, donc, quand on est animé de belles énergies, d'un beau rayonnement, l'échange d'énergie aurique se manifeste comme un vortex puissant, hein, voilà. Donc, ça, c'est la synergie de deux émanations, hein, voilà. Donc, et on rejoint un peu la genèse originelle, c'est-à-dire le père-mère qui, en s'autocontemplant, génère une belle énergie. Imaginez un homme qui a de l'énergie bleue, c'est un exemple que je donne, hein, et une femme qui a une énergie rose, hein, leur échange aurique, ça va faire du bleu et du rose qui va se mélanger, ça va faire une espèce de couleur violette magnifique qui va nourrir les deux. Et c'est ça c'est l'amour. Donc, on peut dire, on est créateur d'un vortex d'énergie quand on rencontre quelqu'un. Ah, Le c'est beau. plus, c'est de se dire, quand on rencontre quelqu'un, ou même quand on va dans un lieu, c'est qu'on doit se sentir mieux après. Et le lieu doit aussi se sentir mieux. Mm. Voilà. Des fois, il y a des gens qui vont dans des endroits pour se charger énergétiquement. Bon, ils balancent tout leur caca, hein. Au bout d'un moment, le lieu, ça devient une décharge publique. Vous voyez, les gens qui vont se décharger tous auprès d'un arbre, par exemple. Imaginez plein de gens qui vont se décharger auprès de cet arbre, etc. Au bout de quelques années, vous voyez l'arbre, bon, il tombe malade. Mm. Parce que lui aussi, il a besoin d'énergie, hein. Mm. Donc, quand notre vision spirituelle n'est pas occultée par notre vision humaine, basée sur l'apparence, on peut percevoir les échanges auriques d'énergie, voilà, hein, voilà. Donc, par contre, donc je terminerai là-dessus, certains humains sont emprisonnés par des liens psychiques très puissants, qui les enserrent, comme peut le faire un lierre autour d'un arbre, voyez, Mhm. Mm. qui, puisant son énergie vitale, va finir par le tuer. Oui. Quand on rencontre une telle personne, on a envie de l'aider. On peut lui envoyer de belles énergies, même si en retour, il rayonne des énergies négatives, mais il ne faut pas laisser entrer dans notre aura. Ouais. Mm. Ces problèmes ne sont pas les nôtres, hein. De remettre tout ça, par exemple, entre les mains. Si vous sentez que vous avez été pollué par une relation avec quelqu'un, vous prenez le paquet et puis vous touchez la terre, vous le remettez à la terre, hein. Mhm. Et par exemple, moi je sais que c'est une chose qui me touche beaucoup. Par exemple, quand je vois des arbres qui sont enlierrés, hein, à un moment, moi j'avais un lieu de vie où j'avais un arbre comme ça qui était entièrement emprisonné dans un lierre énorme. Le lierre était. Donc là, c'était un chêne, il commençait à mourir, hein. Bon, j'ai mis une semaine à le délivrer, l'arbre, hein.
je suis monté jusqu'au sommet, j'ai tout coupé. Et puis après, l'arbre, il a repris de la vigueur et tout. Et puis, quelque part, parce que le lierre, il se nourrissait de son énergie. Ouais, ouais. Alors, le lierre c'est ce qui lie, hein, le lierre. Donc c'est intéressant parce que le lierre a quand même un rôle intéressant au niveau de la nature, c'est de relier justement. Vous voyez, par exemple, dans les pays où il y a eu le bagne, hein, où il y avait les bagnes là, dans les pays hein, Cayenne, tout ça, hein, où il y avait toutes ces maisons, enfin tous ces endroits où on enfermait les gens. Et puis le bagne n'existe plus. Petit à petit, le lierre, il est arrivé, il a commencé à déceler toutes les pierres. Mhm. Il y a des endroits, il y a la végétation qui a pris le dessus, on ne voit plus les maisons. Mhm. Le but du lierre, c'est de remettre les énergies en place, de détruire ce qui doit être détruit, vous voyez, mais pas de pomper l'énergie d'un arbre. Mhm. Ouais, OK. Donc, des fois, vous voyez, c'est intéressant de pouvoir de sentir déjà partout. La nature a besoin aussi de nous, hein, des fois, pour l'aider. Hein. Des fois, un animal blessé, une Ouais. rivière qui est encombrée par un truc qui est en travers, qui empêche l'eau de couler. Tout ça, c'est une circulation d'énergie perpétuelle qui est de l'amour, en fait. Hein. Tout à fait. Totalement. Et ça fait déjà 1 heure. Ça fait 1h05. Christian, c'est tellement passionnant. C'est là. intéressant. Moi, parce je que t'écouterais parler pendant des heures. Je serais comme Oui. hypnotisé. puis avec humour en plus. Oui. C'est tellement agréable. Tu m'as fait rire. Oui. Paul aussi, tu as réussi à faire rire Paul. Vous verrez dans les relations avec justement, dans vos relations de couple, vous verrez des moments où vous dites, ah, ça me rappelle quelque chose. Oh oui, oui, Exactement. oui. Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître Ouais. dans ce que tu as dit aujourd'hui. Ouais, Autant pour absolument. les gens, les hommes plus féminins, plus androgynes, que les hommes plus masculins avec la femme très féminine. Puis c'est vraiment. C'est drôle, En tout cas, moi, j'ai reconnu mon mari avec l'androgynie, là. Lui, il est beaucoup plus féminin. Il a un côté très, très doux, très, très femme. Mais c'est un gars. Tu sais. Ah oui, c'est un Il gars. travaille dans la construction, puis il n'est pas homosexuel. Mais j'ai Ça, reconnu. Ouais. En fait, On connaît les comportements. Notre but, c'est d'être équilibré entre ces deux potentialités, ces deux polarités en nous. On n'a pas à être l'un ou l'autre. Il faut trouver Ouais, juste c'est ça. l'équilibre. L'équilibre, Et toujours. un équilibre, c'est toujours instable. Hein. Oui, Oui. On est toujours à la recherche de l'équilibre, en fait. Hein? toujours. Oui, Oui. parce qu'on a des moments où on est plus dans notre macho, puis il y a des moments où on est. Ouais. Il y a des femmes, quand elles sont dans leur côté masculin, c'est des vraies furies. Hein. Ah, ouais. On appelle ça des germaines ici. À gère puis à mène. Vous avez déjà vu des femmes qui font de la boxe ou du catch? Oui. Ah Il y en a ouais. beaucoup des femmes qui font de la boxe. Ah oui, c'est sûr. Ils vont pas de main morte. Hein. Non, non. En général, ils peuvent mettre la photo de quelqu'un sur le sac là, sur lequel. La photo de l'ex, là, tu sais. Ouais. Ah, ça donne de l'énergie. Ouais, ça donne... Et Christian, merci. Christian. Merci. Écoute, on se reprend, c'est certain, c'est sûr, hein, tu sais. On aime vraiment ta voix. Mais c'est un magnifique thème. Oui. Merci, c'est vraiment bon. J'étais contente de voir ce thème-là quand tu nous en as parlé. Merci à nos auditeurs aussi. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. On vous souhaite une belle semaine. Je suis certaine que vous avez apprécié notre ami. Il est beau puis il est fin. Oui! Bye tout le monde! Bye Christian! Merci! Bye! Merci!